Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux organisateurs pour ces très excellentes journées et pour l'accueil merveilleux qui nous est réservé. Alors, parler de l'eau et de la santé. Évidemment, nous savons tous que d'abord, l'eau est la seule boisson obligatoire et qu'une eau non potable est une catastrophe sanitaire pour toutes les communautés. On ne peut pas imaginer un hôpital qui serait alimenté avec une eau non potable, avec toutes les caractéristiques de danger qu'il peut y avoir. Alors, l'évolution du traitement de l'eau, elle est à la fois relativement stable, mais aussi avec des éléments nouveaux qui sont apparus depuis une vingtaine d'années. Le cycle normal consiste à prélever l'eau dans une ressource, rivière, fleuve, ou voire même dans la mer, puis ensuite de produire de l'eau potable, de la contrôler, de la distribuer dans un réseau, de l'amener à tous les points d'usage 24 heures sur 24, et l'ensemble de ce système doit être garanti avec une eau de qualité saine, sans aucune difficulté. Mais ça ne s'arrête pas là. Le système suivant consiste à prélever les eaux usées de chaque point d'usage et les emmener 24 heures sur 24 dans un réseau de distribution pour ensuite la traiter et la remettre dans le milieu naturel, sachant qu'en plus, les boues des stations d'épuration sont utilisés en agriculture et vont aussi contribuer à contaminer les ressources. Et toute cette partie est une partie largement contaminée. Mais le phénomène nouveau depuis une vingtaine d'années, c'est la réutilisation croissante des eaux usées partout dans le monde en raison des pénuries d'eau douce. Donc on a maintenant un système qui consiste à prélever les eaux usées et les réutiliser rarement pour fabriquer de l'eau potable, mais assez souvent pour faire de l'irrigation. Et donc cette utilisation d'eau usée contaminée est un phénomène en croissance mondiale. Et toute cette partie est une partie qui utilise des eaux largement contaminées. Alors les relations entre l'eau et la santé, évidemment, tout le monde pense au premier degré à l'eau potable. Mais il n'y a pas que ça. L'eau a un rôle tellement important dans nos sociétés qu'il faut penser par exemple à ses usages pour la réfrigération des immeubles, avec le problème de la légionellose, tous les sports aquatiques, les piscines avec des contaminations microbiennes et des risques chimiques, les usages en agriculture, dans l'alimentation, dans l'agroalimentaire, et bien entendu tous les usages hospitaliers. Et donc l'ensemble de tous ces usages peut contribuer à apporter des risques pour la santé. Alors vous avez ici quelques chiffres qui sont présentés, qui sont, selon l'Organisation mondiale de la santé, des centaines de millions, voire des milliards d'individus qui sont dans des conditions totalement anormales, c'est-à-dire des défécations qui se font en plein air, le manque de savon pour se laver, l'utilisation d'eau contaminée par des contaminations fécales. Donc la situation, même si elle s'améliore quand même globalement au niveau de la planète, est toujours extrêmement préoccupante. Donc l'eau potable et l'assainissement sont des priorités absolues pour la santé publique. Et les grands dangers viennent déjà de l'absence d'eau ou de la pénurie. Absence d'eau et pénurie d'eau douce, cela signifie une mauvaise production agroalimentaire, des problèmes d'hygiène, et puis aussi d'autres problèmes comme le manque d'énergie ou les problèmes de transport. La deuxième grande source de risque, ce sont les risques microbiologiques, toujours permanents, absolument présents partout, et la moindre défaillance dans un système de désinfection peut immédiatement contaminer des centaines de milliers de personnes, avec des maladies largement connues depuis très longtemps, et d'autres qui émergent. Et je pense par exemple à Cryptosporidium, les cryptosporidioses qui, depuis une trentaine d'années, sont de plus en plus détectées un peu partout. Et puis vous avez la troisième famille de risques, ce sont les risques radiochimiques et chimiques. Par exemple, le radon, qui est un gaz émis naturellement par les sols, un gaz radioactif, se trouve présent dans les eaux et peut poser des problèmes au niveau de l'usage de l'eau dans les douches ou dans les piscines ou dans les stations thermales. Le problème du fluor, les métaux lourds, les plastifiants, la liste est absolument gigantesque. Et ici, vous avez une représentation de la contamination par l'arsenic au Bangladesh. Et donc, nous nous trouvons confrontés à une masse de molécules absolument considérable, avec une diversité considérable,
des doses parfois extrêmement faibles et des expositions des populations à un mélange chronique de toutes ces molécules. Donc vous avez ici les plastifiants, des radioéléments, les médicaments qui font partie des grandes préoccupations actuelles, les cosmétiques, des solvants industriels, le problème des nanoparticules, très mal connu, les détergents. Et tout cet ensemble arrive à un moment ou à un autre dans nos ressources en eau. Et il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, mais parallèlement, nous avons le devoir aussi de faire l'évaluation du risque de manière à ne pas pousser trop loin les traitements et savoir mettre le niveau pour pouvoir améliorer la santé. Donc cette priorité absolue pour la santé publique, elle est partagée entre deux grands phénomènes. Le premier, ce sont des risques bien connus depuis très longtemps, certains risques microbiologiques ou chimiques, que nous pouvons traiter immédiatement. Les technologies existent, il suffit d'installer l'unité, de mettre en place une usine de traitement, un réseau de distribution correct, et nous pouvons résoudre ce type de problème. Donc c'est essentiellement un problème technico-économique. Et pourtant, les choses sont complexes. En France, par exemple, nous avons une forte contamination par les nitrates dans les eaux souterraines, qui proviennent de l'usage agricole pour les engrais. Et depuis 30 ans, la contamination en nitrates n'arrête pas d'augmenter. Et malgré toutes les politiques, nous n'avons pas encore réussi à faire inverser la tendance. Nous avons des tas de technologies de très haut niveau, encore faut-il qu'elles soient accessibles à l'ensemble des pays. La gestion des réseaux de distribution est quelque chose de complexe, car ils s'usent, il y a de la corrosion, et donc il faut de la gestion sur le long temps. Il faut pouvoir aider aussi les petits villages, les petites communautés. On pense beaucoup aux mégapoles mondiales, mais beaucoup de contamination arrive dans les petites communautés. Et puis de l'autre côté, nous avons des risques émergents, mal connus, difficiles à évaluer, qui sont des risques toxiques liés à l'exposition à ces faibles doses de contaminants que nous retrouvons dans l'air, dans l'eau et dans nos aliments. Et là, nous avons besoin de beaucoup de recherche et beaucoup de temps de manière à pouvoir donner une réponse toxicologique fiable à ceux qui doivent investir. Donc cette relation entre l'eau et l'environnement, bien entendu, et la santé, est un thème extrêmement important que nous, professionnels de la santé, devons porter. L'accès à une eau saine et à l'assainissement des eaux usées, c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité. Vous trouvez dans les villes romaines déjà une conception absolument géniale d'un système qui prélève de l'eau très pure, qui l'amène par des aqueducs jusque dans la ville, où on introduit l'hygiène à travers des thermes, pour ensuite se débarrasser des eaux usées. En juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu le droit à une eau propre et à un assainissement comme un droit humain essentiel pour la vie et les droits de l'homme. Le British Medical Journal a interrogé ses lecteurs et 11 300 lecteurs ont répondu en plaçant l'assainissement et l'eau potable comme le plus important progrès accompli dans les siècles passés en termes d'hygiène et de protection sociale et sanitaire. Le concept One Health qui vient de nous être exposé est aussi un concept qui intègre cette notion, une eau contaminée, un poisson contaminé, une alimentation contaminée, une boisson contaminée. Nous sommes dans un système global. La gestion des infections nosocomiales à l'hôpital, à travers l'eau, est quelque chose d'extrêmement difficile. Et puis nous savons tous qu'après chaque crise majeure, la première des choses à rétablir, c'est de l'eau potable pour tout le monde. Alors des technologies, nous en avons. Des biofiltres, des systèmes membranaires de très haute technologie, du charbon actif qui va fixer les contaminants, de l'ozone qui est capable de casser un certain nombre de polluants, des matériaux de canalisation de très bonne qualité, légers, robustes. Donc nous avons tout un ensemble technologique. Encore faut-il que cet ensemble technologique soit donné au plus grand nombre et mis en place avec une surveillance la plus parfaite possible. Alors ce que nous devons, c'est bien entendu éliminer les risques qui sont bien connus et développer toute la recherche et l'innovation pour les risques émergents. Alors évidemment, nous sommes passés de périodes avec des grandes contaminations comme les contaminations par le mercure, les épidémies de choléra, la contamination par l'arsenic, à des systèmes beaucoup plus délicats, car l'exposition permanente, jour après jour, à des faibles doses de plastifiants, dont certains ont des effets perturbateurs endocriniens, est quelque chose d'extrêmement difficile à évaluer. Les solutions intégrées sont de plus en plus mises en place avec les plans nationaux santé-environnement.
C'est-à-dire qu'en Europe, un certain nombre de pays ont mis en œuvre un plan sur 4 ans qui intègre l'ensemble des problématiques santé et environnement. Alors sur le plan microbiologique, nous avons des outils absolument extraordinaires en biologie moléculaire. Et pourtant, l'application en contrôle de la qualité des eaux ne peut pas se faire en routine. On ne peut pas l'appliquer sur le terrain. Et les systèmes de biologie moléculaire ne nous donnent pratiquement pas d'évaluation de la viabilité des micro-organismes. Et finalement, la culture bactérienne, surgélose, est encore une culture qui nous permet d'avoir une évaluation plus évidente des risques. Nous n'avons pas de système de contrôle 24 heures sur 24. Une contamination qui arrive en pleine nuit ne sera pas détectée. Nous ne connaissons pas grand-chose sur les virus dans l'eau. C'est tout un monde à découvrir aussi. Donc vous voyez, on a à la fois des outils extrêmement modernes et un système d'application et de contrôle qui a encore besoin de développement. Au niveau chimique, la complexité des molécules, que je vous ai montré tout à l'heure, est absolument énorme. Et aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à la liste énorme et gigantesque du nombre de molécules qu'on peut détecter, puisque les laboratoires de contrôle disposent aujourd'hui, grâce au couplage de chromatographie et spectrométrie de masse, de capacités de détection vraiment de micro-traces de molécules. Mais quel est le risque? Aujourd'hui, la question, elle est, quel est le risque? Par rapport à des effets perturbateurs endocriniens, effets génotoxiques. Et vous voyez, les médicaments aujourd'hui rentrent dans la famille des polluants découverts partout, dans tous les milieux, à travers tout le monde. Et la Suisse a décidé d'investir une somme considérable pour traiter ces eaux usées, pour éliminer les résidus de médicaments. Donc quand on regarde le système de la ressource jusqu'au robinet, améliorer la qualité de l'eau pour améliorer la santé, c'est d'abord protéger les ressources en eau, rétablir un bon état écologique et chimique des ressources en eau. Le problème de la gestion, par exemple, des stockages d'eau en raison des pénuries est un problème croissant, car il y a des proliférations de micro-organismes, de cyanobactéries, dont certaines produisent des cyanotoxines. Et certaines de ces cyanotoxines, hépatotoxiques ou neurotoxiques, franchissent des filières de traitement. La pression agricole à travers les pesticides, les antibiotiques ou les fertilisants, les engrais, est absolument énorme. Et puis, bien entendu, tous les déversements d'eau usée plus ou moins bien traités à travers des stations d'épuration plus ou moins fiables lorsqu'elles existent, est aussi un phénomène qui est absolument grave et sur lequel il faut investir beaucoup. Au niveau du traitement des eaux usées, l'élimination des molécules carbonées, azotées et phosphorées se fait dans des usines modernes. Mais face aux grandes usines qui ont des gros investissements potentiels et qui peuvent traiter, il ne faut pas oublier toutes les petites unités qui sont plus difficiles à traiter. Et donc il vaut mieux, la plupart du temps, avoir une grosse usine bien gérée que multiplier des petits systèmes qui sont inopérants. Et bien entendu, il faut penser au système d'assainissement individuel, puisque beaucoup d'endroits, beaucoup de communes ne sont pas raccordées à une station d'épuration. La réutilisation des eaux usées, j'en ai parlé. Une société qui commence à de plus en plus utiliser ses déchets est quand même une société qui court des risques sanitaires importants. Donc la surveillance doit être encore plus élevée dans tous les systèmes de réutilisation des eaux usées, réutilisation des eaux grises, réutilisation des eaux de pluie. Le problème du traitement des résidus de médicaments à la sortie des hôpitaux prend une ampleur considérable et dans certaines villes, on demande à l'hôpital de traiter ces eaux usées. Le problème, c'est qu'installer une station d'épuration des eaux usées dans un hôpital n'est quand même pas une bonne idée compte tenu de la fragilité des gens qui sont dans l'hôpital. Donc, de temps en temps, on estime qu'il est quand même bien nécessaire de pousser les déchets le plus loin possible des centres hospitaliers et les traiter dans une station d'épuration particulière. Donc vous voyez, la question se pose aujourd'hui, derrière les stations d'épuration, de ce qu'on appelle les traitements tertiaires, c'est-à-dire de rajouter des traitements après les stations d'épuration actuelles pour arriver pratiquement à une eau qui pourrait presque être potable, puisque ce qu'on utilise est le même principe technologique que ce qu'on utilise dans les usines d'eau potable. Du charbon actif, de l'ozone, et ensuite, on va remettre ça dans l'environnement, avec bien entendu un investissement colossal. Et puis, certains pays ne veulent plus mettre les bouts de stations d'épuration dans les champs à cause des contaminations. En matière de production d'eau potable, les technologies existent qui sont capables de traiter énormément de choses.
Mais on a quand même un certain nombre de problèmes encore à gérer, notamment des sous-produits de la désinfection. L'ajout du chlore génère des sous-produits, dont certains sont des sous-produits bromés, qui sont génotoxiques. Il y a des contaminants qu'on appelle émergents qui franchissent les filières de traitement, et puis certains matériaux relarguent des composés qui posent des problèmes. Et donc, ce qui est assez particulier, c'est que dans certaines communautés où l'usine d'eau potable fonctionne parfaitement bien, la qualité de l'eau est contrôlée, tout va bien, les particuliers préfèrent quand même acheter de l'eau en bouteille. Donc il y a un problème de dialogue, de confiance, d'explication auprès du public pour leur démontrer la potabilité de l'eau et qu'ils puissent avoir confiance dans l'eau du robinet. Et puis certains problèmes continuent à persister dans des usines, je pense en particulier au problème de cryptosporidium, qui nécessite l'implantation dans les usines de traitement d'eau potable de désinfection par des rayonnements ultraviolets, car parfois la filtration n'est pas suffisante. Et le réseau de distribution. Le réseau de distribution est un autre univers. L'usine d'eau potable doit faire une eau parfaitement potable avec des paramètres qui lui permettent de se déplacer dans le réseau, mais le réseau lui-même doit être parfaitement sain. Il ne doit pas y avoir de corrosion, pas de relargage de plomb, pas de fuite. La gestion du résiduel de chlore est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui nécessite des modèles particuliers. Les problèmes de mauvais goût font que parfois les gens préfèrent aller utiliser l'eau de leur pluie parce que le goût de chlore leur fait peur, et donc ils vont boire une eau non potable, alors que l'eau potable devrait leur garantir la santé. Et puis, il y a des réseaux intérieurs avec des systèmes bricolés qui posent des gros problèmes de relargage de métaux. Et puis, il y a toute l'écologie microbienne des réseaux intérieurs. Le problème de Legionella pneumophila et de la légionellose a été un problème extrêmement important en Europe. Il continue à l'être, mais nous avons mis en place des politiques de contrôle et d'entretien des réseaux extrêmement rigoureux, ce qui fait que le nombre de contaminations commence à se limiter. Par contre, aux États-Unis, on en observe beaucoup depuis quelque temps. Donc, en conclusion, cet ensemble de fournitures à la population d'une eau potable, parfaitement potable et contrôlée, et d'un assainissement parfait des eaux usées est quelque chose d'absolument essentiel. L'eau est notre réservoir de nos déchets. Tous nos déchets finissent dans l'eau. Les risques majeurs microbiens et chimiques doivent être traités le plus vite possible. Certains peuvent être traités du jour au lendemain. C'est une question d'investissement et de politique, et les technologies existent. Par contre, il y en a d'autres sous-jacents, beaucoup plus compliqués, avec des doses de contaminants extrêmement faibles, sur lesquelles l'analyse du risque est encore difficile. L'épidémiologie n'est pas capable aujourd'hui de donner toutes les réponses. Donc nous avons des observations en laboratoire, des évaluations in vitro et in vivo, mais la mesure exacte de l'impact sanitaire reste encore à démontrer. Donc ce sont ces risques émergents avec toutes les familles de polluants que j'ai présentées tout à l'heure. Donc la santé, c'est vraiment le progrès, enfin le moteur du progrès dans les sociétés, et les usines de traitement d'eau sont aujourd'hui capables de faire beaucoup de choses. Alors dans tout cet ensemble plutôt technologique, c'est un monde d'ingénieurs qui gère tout ça. Et nous, en tant que professionnels de la santé, nous avons vraiment le devoir de nous associer avec les ingénieurs, de dialoguer avec eux, et qui dialoguent avec aussi les professionnels de la santé, pour ne jamais oublier que tous les investissements qui sont faits, en général, dans tous les systèmes d'eau, sont faits dans des objectifs de santé publique. Et donc, rappeler constamment à quel point la gestion d'un système de gestion de l'eau potable et des eaux usées doit être guidée par une protection, bien entendu, environnementale, mais aussi sanitaire, et quelque chose que nous devons tous diffuser le plus possible autour de nous. Merci aux traducteurs et merci de votre attention.